Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du coup la deuxième lecture linéaire sur les retrouvailles Saint-Sulpice de Manon Lescaut, toujours. Je vais commencer par une petite lecture du texte, puis on fera l'introduction. Nous nous assîmes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. Ah Manon, lui dis-je en la regardant d'un œil triste. Je ne m'étais pas attendu à la noire trahison dont vous nous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la souveraine absolue, et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendre et d'aussi soumis. Non, non, la nature n'en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi, du moins, si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais, mais au nom de toutes les peines que j'ai souffertes pour vous, ma belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir, et qu'elle s'engagea à la fidélité par tant de prostration et de serments, qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. Cher Manon, lui dis-je, avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques. Tu es bien trop adorable pour une créature. Je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi. Je le prévois bien. Je lis ma destinée dans tes beaux yeux, mais de quelle perte ne serais-je pas consolé par ton amour? Les faveurs de la fortune ne me touchent point, la gloire me paraît une fumée, tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. C'est un texte assez court comparé à celui d'avant. Donc l'abbé Prévost, Antoine-François Prévost, est né en 1697 et mort en 1763. Il a une vie aventureuse et rocambolesque, en contradiction avec son titre d'ecclésiastique. Il va par exemple avoir des voyages, des exils et des ennuis judiciaires. Son roman Manon Lescaut, dont le titre original est Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, fait partie d'une grande série, d'une grande tome intitulée Aventure et mémoire d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde, c'est le 7e tome. Il sera publié pour la première fois en 1731 et pour la deuxième fois en 1753. Ce roman nous raconte la passion amoureuse de deux personnages, le Chevalier des Grieux et Manon Lescaut. Et dans ce passage, des Grieux a été séparé de Manon Lescaut par sa famille. Il a un peu oublié et a commencé des études de théologie. Au bout de 2 ans, des Grieux sera tellement connu que Manon va l'apprendre et va venir assister à l'une de ses conférences. Ce passage raconte donc le passage quand elle vient le rejoindre au parloir. Donc nous nous demanderons donc comment cette scène de retrouvailles émouvante conduit-elle des Grieux à renoncer à ses engagements spirituels. Donc ce texte se sépare en 2 parties uniquement. Donc c'est les 2 paragraphes simplement. Nous avons d'abord des retrouvailles émouvantes mais accusatrices. Puis nous avons l'amour plus fort que la religion. Donc, en première partie, des retrouvailles émouvantes mais accusatrices. Les extraits « Nous nous assîmes l'un près de l'autre et je pris ses mains dans les miennes » est une gestuelle de la confession qui symbolise aussi la réunion des 2 amants. En plus, nous avons un œil triste, noire trahison et payer mon amour. Ces expressions nous montrent le ton accusateur de des Grieux qui reproche à Manon ses actes passés. Ensuite, nous avons l'hyperbole souveraine absolue, ou encore qui forme une antithèse avec tromper un cœur. Cela montre que, malgré les reproches, des Grieux exprime quand même son amour à Manon. Nous avons l'impératif en anaphore dites-moi et dites-moi répété 3 fois, qui montre la volonté d'insister pour obliger Manon à se repentir. On peut également relever le champ lexical de l'amour, avec amour, cœur, félicité, plaire, tendre, plus charmante que jamais, plus fidèle. Cela prouve que des Grieux a pardonné les erreurs à Manon et qu'il retombe sous son charme, petit à petit. Enfin, nous avons la gradation à Manon, belle Manon, et plus loin dans le texte, dans la deuxième partie, chère Manon.
écrit en apostrophe, c'est-à-dire il s'adresse à Manon. Et cela marque bel et bien la victoire de Des-Grieux d'avoir retrouvé Manon. Et nous avons la question rhétorique. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour la consoler, qui montre que Des-Grieux ne peut plus lutter cet amour qui retient en lui. Donc ce premier paragraphe présente une scène de confession et de pardon, dans laquelle le lecteur retrouve un Des-Grieux totalement subjugué par son idole. Ensuite, en deuxième partie, nous avons l'amour plus fort que la religion. Donc nous avons une alternance entre le discours direct en jaune, indirect en jaune et discours direct en rouge. Donc elle me répondit, cher Manon. Elle me répondit, elle s'engagea, et en direct, cher Manon, tu es trop adorable pour une créature. Cela crée une certaine vivacité dans le discours. Le discours direct n'est qu'associé à Des-Grieux, donc le discours indirect que prononce Manon n'est pas objectif, ce qui entraîne certains doutes sur la sincérité de ses propos, car le lecteur ne voit que les points de vue passionnés d'un jeune homme. Par exemple avec l'hyperbole un degré inexprimable, qui souligne la totale soumission de Des-Grieux. Ensuite, nous avons un passage du vouvoiement dans la première partie au tutoiement, comme tu, toi, t'es, ton, toi, t'es, qui montre qu'il s'est relâché et qu'il est submergé par l'émotion. Nous avons aussi l'hyperbole tu es trop adorable pour une créature, en liaison avec le vocabulaire religieux et amoureux, une créature écrite par Dieu. Il mélange les deux discours aussi avec il mélange les deux discours. Pareil pour une délectation victorieuse. Nous avons la métaphore une chimère qui signifie que dans ce cas quelque chose n'est pas réel. Dans ce cas que quelque chose n'est pas réel. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Donc il parle en fait de la liberté. Il prouve qu'en fait il n'est plus libre et qu'il est sous le joug de l'amour de Manon. Ensuite, nous avons une antithèse proleptique, c'est-à-dire qui anticipe. Une prolepse, c'est pour voir en avant. Entre je vais perdre et mais de quelle perte je ne serai pas consolé. Cela souligne de nouveau le caractère tragique de Des-Grieux, qui va subir un amour triste. À la fin du paragraphe, nous avons 3 négations. Ne serais-je pas, ne me touche point, ou encore ne saurais tenir, qui montre que Des-Grieux sacrifie son rang social et sa carrière ecclésiastique pour l'amour de Manon. Et on peut enfin relever le vocabulaire tragique de fortune, victorieuse, destinée, gloire, fortune, projet, cœur, qui sont souvent ici associés à des négations justement, qui montrent bien que Des-Grieux est une victime de la passion fatale à laquelle il ne peut résister. Donc cette deuxième partie nous montre que Manon a investi un lieu sacré pour redevenir l'idole de Des-Grieux et arriver à prendre la place que Dieu devait avoir dans le cœur du jeune homme. Donc en conclusion, c'est une scène de retrouvailles émouvante, mais elle permet également de mettre en évidence la force de la séduction de Manon et la faiblesse d'un jeune homme fasciné, comme lors de la première rencontre. Cette scène a également une portée morale, puisque c'est la lutte entre l'amour et la religion qui se joue ici. Cette scène peut nous faire penser à la pièce de théâtre de Shakespeare, Roméo et Juliette, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus!